Bienvenue sur Thérapirama, le podcast qui parle film, livres et bien-être. Peut-être. Je m'appelle Sarah Pinès, je suis Master Coach certifié Gold et entrepreneuse multifacette. Tous les jeudis, je te montre comment les films et les livres peuvent t'aider à libérer ton vrai potentiel pour transformer ta vie et l'aligner avec tes rêves. Épisode 2, ne pas se vexer pour des clopinettes avec Elisabeth Bennett. Aujourd'hui, on parle mariage, thunes et jardin à l'anglaise. Salut chère auditrice, cher auditeur, je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien et que ton cheminement vers la lumière intérieure se passe à merveille. Aujourd'hui, au standard, nous avons le plaisir d'accueillir Emma. Emma qui a 29 ans et qui nous vient de la belle ville d'Orléans, dans le Loiret, département 45. Namasté Emma, comment ça va? Namasté Coach Sarah, ça va bien. Chère Emma, je crois que tu es prof de français, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Je suis professeure au collège. Ah, quel métier passionnant. J'imagine que c'est une vraie vocation chez toi. Vocation? Oui, parfaitement. Après, c'est pas facile tous les jours avec ces réformes gouvernementales, décidées à la va-vite, sans réelle concertation avec les acteurs du terrain, sans parler du manque criant de personnel et des problèmes de rémunération qui sont beaucoup trop basses. Chère Emma, tu as oublié. Oublié quoi? Mais tu as oublié une de nos règles d'or. Dans le safe place de Thérapirama, on ne parle pas politique, car ça a des effets anxiogènes sur le corps et l'esprit. Ici, sur Thérapirama, on privilégie le bonheur et la félicité. D'accord. Alors passons à notre vrai sujet. En quoi puis-je t'aider, ma chère Emma? Alors voilà, ça peut sembler bête, mais je suis quelqu'un de très susceptible. Je peux me vexer très facilement pour des choses totalement anodines et ça peut gâcher ma journée. Par exemple, un collègue qui ne me dit pas bonjour ou un élève qui ne fait que bâiller pendant mes cours. Je comprends. Et dans ces moments-là, quel est précisément ton ressenti? En fait, à chaque fois, c'est pareil, je m'énerve toute seule, c'est plus fort que moi et après, je me ferme comme une huître. Oh là là, mais c'est pas bien du tout de faire du boudin comme ça. Ce refus de communiquer, est-ce que ça ne dénoterait pas une personnalité assez immature, chère Emma? Non mais je te rassure, Coach Sarah, je sais me contenir, surtout quand je suis en cours avec mes élèves. Mais j'aimerais arrêter de tout prendre mal. C'est fatigant pour moi et pour mes proches. Je vois. Mais est-ce qu'à force de côtoyer des adolescents, tu ne serais pas devenue un peu bébête dans ta tête? Simple question. En fait, je comprends pas. Je pensais que tu étais là pour aider et là j'ai la fâcheuse impression que tu te moques un peu de moi. Ah et ben voilà, qu'est-ce que je disais? Ma chère Emma, par cette remarque, tu démontres l'étendue du problème qu'il y a chez toi. Mais ne t'inquiète pas, je suis là et je suis très heureuse que tu fasses appel à Thérapirama. Si je dois reformuler ta problématique, est-ce que ça pourrait être comment arrêter de faire du boudin pour un rien? Alors moi je préfère parler d'hypersusceptibilité plutôt. Chère Emma, je vais te donner une méthode infaillible et éprouvée pour arrêter de faire la gueule tout le temps. Coach Sarah, il ne s'agit pas de faire la gueule tout le temps en fait. Alors, chère Emma, nous allons nous pencher sur un livre inspirant qui va nous livrer quelques clés pour faire moins de boudin. Je vais te lire un extrait et si tu devines, tu gagnes un exemplaire dédicacé de mon livre Galocher votre lumière intérieure. Tu es prête, chère Emma? Ok, je suis prête. Top extrait. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Et si peu que l'on sache de son sentiment à cet égard, lorsqu'il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si bien fixée dans l'esprit de ses voisins qu'ils le considèrent sur le champ comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. Alors, tu as deviné, chère Emma? C'est facile, hein. Il s'agit d'Orgueil et Préjugés. Ah, mais je suis désolée, chère Emma, tu ne m'as pas donné le nom de l'autrice, Jane Austen, donc tu n'as pas gagné, mais... Attends, Coach Sarah, je savais pas qu'il fallait aussi donner le nom de l'autrice. Mais oui, c'est Jane Austen, je le savais aussi. Oh, je sens que je l'ai vexé. Il fallait le donner avec le titre, donc tu n'as pas gagné. Mais ne sois pas fâchée, chère Emma, car je vais te donner, ainsi qu'à nos auditrices et auditeurs, les astuces pour arrêter de bouder pour n'importe quoi. Les standardistes, faudrait arrêter de me filer tous les cassos, et faire un vrai travail de filtrage. Heureusement que je mets mes gosses dans le privé. His name is Darcy, and he has a mighty fortune and a great estate. Don't you think he's the handsomest man you've ever seen, girls? I wonder if he'd be quite so handsome if he was not quite so rich. Orgueil et préjugés raconte l'histoire d'Elisabeth Bennett,
Une jeune fille pleine d'esprit et de vivacité, mais aussi désargentée. Et qui va rencontrer un jeune homme réservé, très fier, mais aussi blindé de ouf, Monsieur Darcy. Ces deux-là vont apprendre à s'aimer, malgré leurs a priori négatifs, malgré leur fierté mal placée et malgré des proches pas toujours super aidants, ni très fut-fut. Le roman est un modèle d'humour feutré et d'ironie piquante, mais surtout, il traite de la grande affaire des sentiments. On trouve dans Orgueil et Préjugés des lettres, des pensées, des dialogues profonds sur l'amour, son évolution et ses perturbations. Orgueil et Préjugés nous offre aussi de précieuses leçons sur la manière de gérer son amour-propre et sa susceptibilité. Qu'est-ce qui mérite vraiment qu'on se sente offensé et qu'est-ce qui ne le mérite pas? Et dans ces cas-là, faut-il en rire? Pourquoi certaines choses nous touchent plus que d'autres? Genre, imagine, quelqu'un te demande en mariage, tu réponds « merci mais non », mais le gars, il fait genre tout roule, c'est dans la poche. Ou imagine, une connaissance éloigne le crush de ta sœur adorée et lui brise le cœur. Cela fait partie des 1001 vexations que subit Elizabeth Bennet dans ce roman. Et pourtant, rien de tout cela ne va l'éloigner de ses principes ni entamer son humour. C'est pourquoi Elizabeth Bennet sera notre guide pour nous éclairer sur les circonstances où il est approprié ou non de se sentir vexé. Le roman Orgueil et Préjugés m'a inspiré une méthode à la fois incroyable et extraordinaire qui va t'empêcher de bouder pour des broutilles ou des clopinettes. C'est une méthode en 5 étapes que j'ai appelée Darcy et que je suis très heureuse de partager avec toi, ici et maintenant. Alors, c'est parti les amis, on y va mes petits ninjas. Étape 1, D comme distance. Dans Orgueil et Préjugés, Elizabeth Bennet est confrontée à un certain nombre de critiques concernant sa famille, son physique ou encore son éducation. Par exemple, sa première rencontre avec Monsieur Darcy au cours d'un bal se solde par un jugement pas sympa du tout sur son apparence. Je cite: « Elle est passable, mais pas assez jolie pour me décider à l'inviter. Du reste, je ne me sens pas en humeur ce soir de m'occuper des demoiselles qui font tapisserie. » Fin de citation. Et que croyez-vous que va faire notre Elisabeth ? Va-t-elle s'enfermer dans les toilettes pour pleurer comme une madeleine ? Ou fomenter une vengeance à base de laxatif dans le plat de ce goujat de Monsieur Darcy ? Que nenni ! Elle va en rire. Elle va raconter la scène à son amie Charlotte Lucas et transformer l'insulte en une anecdote pleine de verve et de drôlerie. Pourquoi ? Car elle sait que ce n'est pas un inconnu, aussi riche et séduisant soit-il, qui va avoir le moindre pouvoir sur l'image et l'estime qu'elle a d'elle-même. L'insulte ne peut la toucher, car cet homme orgueilleux ne représente rien pour elle. En tout cas à ce moment-là du livre. Et en plus, d'après les dires de son entourage, ce jeune homme, bien que très riche, n'est pas sympathique du tout. Et surtout, fier comme un pou. Pendant le bal, il a calculé personne, à part ses amis les Bingley. Alors, pour Elizabeth Bennet, le calcul est vite fait. On s'en balèque de l'opinion de Monsieur Darcy. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est précisément en faisant fi du jugement de Monsieur Darcy et de son approbation qu'elle va le déstabiliser. Chère auditrice, cher auditeur, toi aussi, comme Elizabeth Bennet, n'hésite pas à prendre du recul et de la distance face aux critiques. Évite de réagir à chaud et de te laisser submerger par les émotions. Et pour cela, j'ai la solution parfaite pour prendre de la distance. Pourquoi ne pas se lancer dans l'écriture de son journal de gratitude ? Alors, qu'est-ce qu'un journal de gratitude ? C'est un petit carnet que tu achètes chez Cultura ou dans ta papeterie préférée et où tu griffonnes tes pensées positive, uniquement. L'idée ici est de prendre le temps de savourer les petits plaisirs de la vie, tout comme les grands succès, en les couchant sur le papier chaque jour. En se concentrant sur le positif, nous pouvons changer notre perspective et améliorer notre estime de soi. C'est une belle façon de vivre, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que cela va t'apporter, tu te demandes ? Eh bien d'abord, cela te donne le super pouvoir d'être bienveillant envers toi et envers les autres. Tu pourras mieux identifier ce qui te procure de la joie et ce qui te rend grognon. C'est également une merveilleuse façon de faire le point sur ta journée, te donner un coup de pouce à ton moral et qui sait, peut-être même te pousser à te remettre en question. Je te conseille de noter chaque jour 3 choses positives. Ça peut être quelque chose de bon que tu as mangé, un mot gentil d'un proche ou un sketch des inconnus à la grande époque. Par exemple,
Moi aujourd'hui, j'ai eu le bonheur de voir un petit oiseau à ma fenêtre. Il s'est envolé très vite, mais cela m'a donné ce sentiment incroyable d'être connecté avec le monde qui m'entoure. Et j'ai alors ressenti une paix profonde en moi-même. Dans ton journal de gratitude, tu peux aussi noter des citations inspirantes ou des petits défis rigolos à réaliser. Par exemple, glisser sur le sol avec des chaussettes ou danser comme une faux folle dans ton salon sur Toxic de Britney. Ou encore, regarder depuis ta fenêtre le soleil se coucher, un verre de Chablis à la main. Chère auditrice, cher auditeur, je te le garantis, avec un journal de gratitude, petit à petit, l'oiseau fait son nid et finit les bouderies. Étape 2, A comme autodérision. Face aux critiques, Elizabeth Bennet n'hésite pas à brandir son humour et son autodérision comme de véritables boucliers. Des boucliers qui peuvent nous aider à éviter de nous sentir blessés par des paroles dures. Par exemple, à la fin du roman, quand Jane, la sœur d'Elizabeth, retrouve enfin son chéri, Monsieur Bingley, celle-ci ne peut s'empêcher de souhaiter le même bonheur à sa petite sœur. Elizabeth lui répond alors, je cite, « Qui sait, Monsieur Collins a peut-être un cousin ». Pour rappel, Monsieur Collins est le cousin d'Elizabeth. C'est un pasteur complètement naze et un vrai faillot avec sa protectrice, Lady Catherine de Bourgh. Il adore s'amuser à préparer des compliments pour Lady de Bourgh qui passe habilement dans leur conversation pour se faire bien voir. Il a demandé Elizabeth en mariage, qui a carrément dit non, mais bon, il est tellement nul qu'il a cru que son refus était en fait un oui déguisé. Ainsi, ce bon mot de Lizzie, qui sait, Monsieur Collins a peut-être un cousin, montre à quel point elle a l'humour chevillé au corps. L'humour nous protège de l'amertume et sert de rempart contre le complet désespoir. Lizzie transforme ce souvenir mortifiant avec ce cousin ridicule, où une fois de plus, le consentement de la femme compte pour des prunes. Elle convertit cet épisode, on ne peut plus vexant, en un trait d'esprit. Chère auditrice, cher auditeur, toi aussi, comme Elizabeth Bennet, n'hésite pas à utiliser l'humour pour réguler ton niveau de susceptibilité. L'humour est en effet un moyen très efficace pour surmonter les sentiments négatifs. Face à une situation difficile, il est important de chercher les aspects positifs ou de se concentrer sur ce qui nous fait du bien ou nous effraie un peu moins. Quand on réussit à adopter cette nouvelle évaluation, on en tire des effets bénéfiques durables pour notre bien-être. C'est chouette, non? Et c'est ce que fait Elizabeth avec la demande en mariage de Monsieur Collins. Elle réévalue la scène et choisit de ne retenir que le ridicule pour mieux s'en moquer. Alors, comment développer ensemble notre sens de l'humour? C'est un jeu d'enfant. On se monte une petite collection de blagues sympas. Et vous les trouvez, ces blagues sympas? Alors, il y a la méthode classique, faire le plein de carambars. Avec ses friandises, la qualité et la quantité sont au rendez-vous. Il y a aussi l'option littéraire, avec le super livre des blagues de Toto, 4,50€ TTC dans toutes les bonnes librairies. Et bien évidemment, sur le net, il y a des tonnes de blagues, mais il faut savoir trier. Il y a à boire et à manger. Il faut donc apporter un soin tout particulier à la sélection. Je vais te donner quelques tips. Assure-toi d'abord que les blagues ne soient pas trop longues. Tu sais ce qu'on dit, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Il faut aussi que tu les retiennes bien et que tu sois à l'aise pour les raconter. Pas d'hésitation ou de blanc, sinon c'est le flop assuré. Et enfin, il faut soigner la chute. C'est ce qui rend la blague géniale ou nulle. Celle-ci ne doit arriver ni trop tôt ni trop tard. Elle doit être surprenante et faire rire ton public. Pour savoir si tes blagues font mouche, teste-les sur tes potes. Moi par exemple, j'ai une blague qui marche à tous les coups. Je te la partage ici, avec toi, maintenant. C'est l'histoire de 2 grains de sable qui sont dans le désert, l'un dit à l'autre « T'y retournes pas, je crois qu'on est suivi. » Voilà, tout y est. Rapidité, efficacité et une chute sublime. J'ai envie de dire « food for thought », comme disent nos amis anglo-saxons. Et maintenant, chère auditrice, cher auditeur, je laisse la parole à Didier, mon assistant, qui a un message pour toi. Salut, c'est Didier, l'assistant de Coach Chara. Je viens juste te lâcher un petit truc en plus sur Jane Austen pour te la péter et générer un peu plus de respect autour de ta personne. Dans le bouquin Orgueil et Préjugés, il y a plusieurs scènes de demande en mariage, plus ou moins couronnées de succès. Dans la vraie vie, Jane Austen ne s'est jamais mariée et pourtant, on sait qu'elle a reçu au moins 2 propositions. Sa dernière demande en mariage a eu lieu en décembre 1802, elle avait 27 piges. Demande acceptée tout d'abord, puis refusée après une nuit de réflexion. Pourtant, le mec, un certain Harris Big Wither, avait l'air plutôt cool. Et surtout, il avait du blé. Sa première
réaction a été de dire oui, et ça peut se comprendre, quand on sait qu'elle dépendait de sa famille qui galérait un peu financièrement. En acceptant ce mariage, elle aurait pu être tranquille côté thune. Alors, pourquoi elle a changé d'avis ? Il y a plusieurs pistes. Peut-être qu'elle pensait, comme ses héroïnes, qu'un mariage sans amour ni tendresse, ça craint, non ? Ou alors, elle a capté que le mariage et les gosses pourraient la freiner dans son ambition d'écrivaine. Surtout avec un mec plein aux as, mais franchement boring. Ou peut-être qu'il y a une autre explication, on ne le saura jamais. Car sa sœur et meilleure pote Cassandra a gardé le secret en cramant pas mal de lettres de Jane. Jane Austen a gardé cette image de vieille fille. Mais en fait, on pourrait dire qu'elle a juste dit merde au système patriarcal de l'époque. Et n'oublions pas, elle a quand même réussi à se faire un peu de flousse avec ses romans. Et ça, c'est carrément exceptionnel pour une femme de sa classe sociale à cette époque. C'est pour ça qu'elle est toujours aussi cool et fascinante. Voilà, c'est tout. Merci, à plus. Merci Didier pour cette interlude qui, je l'espère, t'apportera, chère auditrice, cher auditeur, de quoi alimenter tes conversations et briller en société. Étape 3, ruminer. No way! Quand on est vexé, on a tendance à ruminer. La rumination mentale, c'est avoir des pensées qui ne cessent de revenir, encore et encore. C'est que les débuts, d'accord, et que l'on a du mal à arrêter. Elles sont souvent liées à quelque chose qui s'est passé ou qui va arriver. Imagine-les comme un disque rayé dans ta tête qui peut parfois t'épuiser ou même te causer une certaine souffrance psychique. Dans Orgueil et Préjugés, Elizabeth Bennet va se sentir de nouveau vexée suite à une nouvelle demande en mariage. Et cette fois, ce n'est pas Monsieur Collins, mais Monsieur Darcy qui lui demande de l'épouser. Mais il le fait d'une manière tellement blessante pour elle et sa famille, qui serait trop en dessous de sa condition sociale, qu'elle est profondément et légitimement humiliée. Et c'est là qu'Elizabeth rentre dans un processus de rumination mentale. Elle revit la scène de demande en mariage encore et encore. Je cite: « À son réveil, Elizabeth retrouva les pensées et les réflexions sur lesquelles elle s'était endormie. Elle ne pouvait revenir de la surprise qu'elle avait éprouvée la veille. Il lui était impossible de penser à autre chose. Incapable de se livrer à une occupation suivie, elle résolut de prendre un peu d'exercice après le déjeuner. » Fin de citation. Ainsi, pour sortir du cercle infernal de la rumination, Elizabeth comprend instinctivement qu'il lui faut prendre l'air et faire de la marche rapide. Toi aussi, chère auditrice, cher auditeur, quand tu te mets à ruminer parce que ton partenaire a critiqué ta nouvelle coiffure à 75 € et que tu repasses en boucle toutes les répliques cinglantes que tu aurais pu lui balancer à ce gros naze qui se la pète et qui est même pas foutu de réparer la cafetière malgré ses promesses de merde. Pardon. Donc, pour lutter contre les ruminations mentales, je souhaite te parler de la promenade contemplative. Le retour au corps et à la nature, c'est excellent pour la santé mentale. Elizabeth Bennet l'a bien compris. Elle qui fait de longues promenades dans son jardin ou dans le parc de Rosings, soit pour se calmer ou pour laisser vagabonder ses pensées. Chère auditrice, cher auditeur, imagine une balade douce et apaisante dans la nature où tes pensées parasites et répétitives se transforment en rêveries agréables. Ce plaisir pour les sens est une manière pour toi de renouer avec ton corps d'une façon toute nouvelle. Grâce à la promenade contemplative, tu te mets en symbiose avec ton corps, tu ressens chaque sensation avec plus d'intensité et tout ce qui t'entoure t'aide à te libérer de ces pensées inutiles et à te concentrer sur l'instant présent. Étape 4, c'est comme confiance. Cultiver la confiance en soi et l'empathie envers soi-même aide à mieux accepter les remarques et à moins les considérer comme des attaques personnelles. Avoir confiance en soi, ce n'est pas être une personne frimeuse qui pense que le monde tourne autour de son nombril. Non, la confiance en soi, c'est cette petite flamme intérieure qui te pousse à t'apprécier sans te dévaloriser, à te voir à ta juste valeur. C'est ce qui t'aide à être à l'aise dans toutes sortes de situations et à naviguer dans le monde qui t'entoure avec le sourire. Et devine quoi, la confiance en soi, c'est aussi un beau cadeau que nous fait notre expérience de vie et la manière dont nous vivons nos échecs, nos succès et nos défis. Elizabeth Bennet a confiance en elle. Sans pour autant être orgueilleuse, elle sait ce qu'elle vaut. Elle a du caractère, de la jugeote et du cran. Et elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, même si ça peut fâcher ou surprendre. En fait, ça lui plaît même un peu. Je vais te lire ici un extrait du dialogue entre Elizabeth Bennet et Lady Catherine de Bourgh, la protectrice de Monsieur Collins. « En vérité, dit Lady Catherine, vous donnez votre avis avec bien de l'assurance pour une si jeune personne. Quel âge avez-vous donc ? Votre grâce doit comprendre, répliqua Elisabeth en souriant, qu'avec mes 3 jeunes sœurs qui vont dans le monde, je ne me soucie plus d'avouer mon âge. Cette réponse parut interloquer Lady Catherine. Elisabeth était sans doute la première créature assez téméraire pour s'amuser de sa majestueuse impertinence. Fin de citation.
Toi aussi, chère auditrice, cher auditeur, inspire-toi d'Elizabeth Bennet et de sa confiance en elle pour dire bye bye à la susceptibilité mal placée. Je vais te donner une méthode de dingue pour booster ta confiance en toi. Le secret, c'est de passer à l'action. Alors tu vas me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein? Pas du tout, c'est simple comme bonjour. Tu te fixes des objectifs clairs, d'abord petits, puis au fil des jours, tu montes en puissance. C'est la fameuse approche des petits pas. Par exemple, moi, personnellement, j'ai décidé de me lancer un défi sympa pour 2024. Lire 350 bouquins. Romans, biographies, essais, livres papier, Kindle, tous les genres, tous les formats. Et c'est carrément génial. Je vous jure, on est à peine à la mi-janvier et j'ai déjà dévoré 53 bouquins. Alors j'ai la chance de lire super vite. Genre 400 pages en 1 heure. Donc bon, pour Orgueil et Préjugés, par exemple, moi c'est 45 minutes et c'est plié. Voilà, je t'ai partagé une expérience personnelle, mais les objectifs, ça peut être plein de choses. Pas forcément la lecture rapide. En tous les cas, je te conseille de noter ces objectifs sur papier. Ainsi, tu crées concrètement un engagement avec toi-même. Tu peux même les afficher au mur pour les voir au quotidien. D'ailleurs, tu peux aussi afficher des citations inspirantes. Moi, il y en a une que j'aime particulièrement et que je veux partager avec toi, ici, maintenant. Je cite. « Tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve ou te lever pour le réaliser. » Waouh, moi ça me retourne à chaque fois. Ça inspire de ouf, hein. Étape 5, Y comme yoga. Le yoga, c'est l'un des meilleurs remèdes pour ne plus péter un câble à chaque remarque. Se recentrer sur son corps et sa respiration, ça fait un bien fou pour chasser les idées noires. Bon ok, à l'époque d'Orgueil et Préjugés, au début du 19e, le yoga, c'était pas encore super hype. En effet, cette philosophie millénaire qui nous vient d'Inde a vraiment commencé à se faire connaître en Europe à la fin du 19e. Et malheureusement, Jane Austen n'était plus là pour le voir. Mais quelque part, je suis sûre qu'Elizabeth Bennet aurait kiffé de faire un petit Navasana de temps en temps, même si avec les robes Régence, c'est pas super pratique. En fait, le yoga a cette capacité à te rendre plus souple et plus fort, tout en travaillant le mental. Après, c'est comme pour tout, il y a des postures super faciles à faire et d'autres un peu plus compliquées. Mais je te le promets, elles sont super pour te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Chère auditrice, cher auditeur, tu l'auras compris, si ce n'est pas déjà fait, je te conseille de te lancer dans le yoga. Je vais te parler d'une posture précise, super efficace pour relaxer ton corps et te libérer de ces ondes négatives qui te submergent quand tu reçois une critique ou une remarque. C'est le Balasana, ou la célèbre posture de l'enfant. Elle est géniale pour se détendre et c'est un vrai cadeau pour le cerveau. Elle aide à apaiser l'esprit et à libérer des endorphines. Elle chasse les mauvaises énergies et relaxe le bas du dos. Tu te demandes comment faire ? C'est très simple. Je vais te demander de fermer les yeux et de visualiser mes instructions. D'abord, assieds-toi par terre, pieds nus, genoux pliés et fesses posées sur les talons. Maintenant, en expirant, en te penchant à partir des hanches, avance les mains vers l'avant tout en gardant les fesses posées sur les talons. Si tu peux, avance les mains jusqu'à ce que la tête touche la terre. Maintenant, ramène les mains au niveau de tes hanches et détends les épaules. Inspire. Et avec chaque expiration, sens-toi de plus en plus ancré dans la terre. Reste comme ça pendant 5 minutes. Pour revenir, ramène les mains vers l'avant, ensuite avance les mains vers les genoux tout en redressant la colonne. Attention, pas de mouvement brusque, prends ton temps. La posture de l'enfant est ton allié pour mieux gérer ta sensibilité et en plus, avec tes cuisses bien collées au ventre, ça fait un petit massage à ton système digestif et ça booste les énergies pour faciliter l'évacuation, que ce soit pour dégager les toxines du corps ou du mental. Conclusion de l'épisode. Impossible pour moi de terminer cet épisode sans te parler de la meilleure adaptation d'Orgueil et Préjugés, qui est bien évidemment celle de la BBC en 1995. Je vais pas le savoir, il n'y a pas de sujet. Pour moi, cette adaptation restitue à merveille 2 éléments essentiels du roman, l'humour et la pudeur des sentiments. Les sentiments sont dépeints avec une intensité palpable, et comme dans le livre, on retrouve cette réserve, cette pudeur qui font tout le charme et la force de l'histoire. Et bien évidemment, Colin Firth, pas besoin d'en dire plus. My affections and wishes are unchanged. But one word from you will silence me on this subject forever. Oh, my feelings are
Ashamed to remember what I said then. My feelings are so different. In fact, they are quite the opposite. Pourquoi on aime tant Orgueil et Préjugés ? Pourquoi c'est un livre qu'on prend plaisir à lire et à relire ? Parce qu'en le lisant, c'est comme si on était en compagnie d'un bon ami, plus sage et plus éclairé. On trouve dans ce roman les remous de la psychologie humaine, la délicatesse des sentiments. Et surtout, il y a cette langue claire, précise, belle, que Jane Austen manie aussi bien dans le registre de l'humour que dans celui de la sensibilité. C'est un livre unique avec des personnages ordinaires confrontés à des situations tout aussi ordinaires. Nous sommes bien loin des Sœurs Brontë. Et pourtant, Jane Austen, par le biais de scènes quotidiennes, nous emmène au-delà de la gentry des années 1810. Et elle le fait d'une manière qui touche tout le monde encore aujourd'hui. Alors, grand merci à Jane Austen. Merci de nous avoir donné Elizabeth Bennet, une femme qui se fiche d'avoir les bas pleins de boue, qui adore se moquer des imbéciles et des prétentieux, une femme qui s'exprime librement sans qu'on lui donne l'autorisation de le faire, une femme qui refuse d'épouser un millionnaire en raison de son comportement de connard, et qui le lui dit. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis dans la mouise, je me demande souvent « Et là, Lizzie Bennet, elle aurait fait quoi ?» Et franchement, je trouve que c'est plutôt cool comme approche. Chère auditrice, cher auditeur, j'espère que tu vas tester cette super méthode Darcy pour réduire ton niveau de susceptibilité. J'ai hâte que tu me dises en commentaire ce que tu en as pensé et si effectivement elle t'aide à moins te vexer pour un rien. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve jeudi prochain pour parler manucure, troubles du sommeil et pull rayé. Et surtout n'oublie pas, crois en tes rêves. Always.